Bonjour Laure Després, merci d'avoir accepté l'invitation de PJTV. La raison précise pour laquelle nous aimerions nous entretenir avec vous, c'est le fait que Vincent Burnand-Galpin, qui est à la technique aujourd'hui, et moi-même, nous avons rédigé récemment un livre qui s'appelle Comment sauver le genre humain. Et nous avons mis au centre de ce livre l'argument suivant, c'est qu'il y a eu des périodes où les États se donnaient des objectifs et une fois que ces objectifs avaient été définis précisément, on réunissait les moyens, essentiellement des moyens financiers, et on essayait d'atteindre ces objectifs. C'est de manière très typique en France, durant les 30 Glorieuses, la manière dont on a fait. Et puis la mode a changé. On est passé au néolibéralisme ou à l'ultralibéralisme, et là on est passé à une logique, une rationalité dite économique, c'est-à-dire qu'on définit d'abord les moyens, on essaye de réduire les moyens au maximum, et les objectifs, c'est ce qu'on découvre qu'on a pu faire à l'arrivée, c'est-à-dire qu'on a inversé entièrement la logique. Alors, dans la perspective de grands défis environnementaux, réchauffement climatique, montée des eaux et ainsi de suite, nous nous sommes dit qu'il faut absolument revenir à l'ancienne logique, et l'outil central, avec peut-être les nationalisations, c'est la planification. Alors, vous êtes la grande spécialiste non seulement de la planification historiquement en France, mais aussi dans le monde entier. Alors, c'est là-dessus que nous voudrions vous interroger. La planification, qu'est-ce que c'est? Alors, la planification, c'est un ensemble d'institutions qui permettent de répartir les moyens entre les différents usages possibles, et en particulier les moyens d'investir entre les différents usages possibles, de façon à réaliser des objectifs qu'on s'est fixés. Alors, c'est une alternative au mécanisme de marché qui est l'arrangement institutionnel actuel dominant pour réaliser cette répartition des moyens entre les différents investissements possibles. Et donc, le marché va évidemment déterminer des investissements qui permettent aux entreprises de maximiser leurs profits, enfin de remplir les objectifs particuliers qu'elles ont. Et la planification, c'est une façon pour l'ensemble de la société représentée par son État, par exemple, pour reprendre le contrôle de la répartition de ces moyens entre les différentes fins possibles. Voilà. C'est un outil assez délicat parce que dans la plupart des cas historiques, il y a énormément de critiques à émettre. On peut dire que ça n'a pas marché très souvent. Parfois, ça a très très bien marché. Parfois, ça a très mal marché. Les adversaires mentionnent en premier souvent l'URSS en disant voilà, c'est un exemple de la méthode quand elle ne marche pas. Est-ce que c'est le premier exemple à mentionner ou bien il faudrait mentionner d'abord peut-être la France où la planification a bien marché? Alors, on ne peut pas dire que la planification soviétique n'ait pas marché. Elle a quand même réussi à transformer un pays qui était quand même en grande majorité un pays agricole en pays industrialisé, qui a quand même... alors, ça dépend quels critères de succès on prend, naturellement, mais... disons que la planification soviétique a permis également non seulement de transformer un pays agricole en pays industriel, mais également a permis de satisfaire les besoins de la population. Dans les années 70, il n'y avait pas de sans domicile fixe en Union soviétique. La population mangeait à sa faim. Il y avait un système scolaire, universitaire tout à fait honorable, et les soins de santé étaient qu'un cas à peu près accessible à tout le monde gratuitement. Bon, alors avec tout ça avec un niveau de qualité des services rendus et de qualité des biens produits qui n'était pas très bon, hein. Surtout par comparaison avec ce qu'on pouvait obtenir en Europe ou aux États-Unis, mais
malgré tout, les besoins fondamentaux de la population étaient couverts. Et on ne peut pas en dire autant de nos sociétés. Que dans une remarque que vous avez faite à propos de l'Union soviétique et de la planification, vous dites les chiffres ont été utilisés et manipulés dans un jeu de rapport de force et la volonté de dissimulation de la réalité par les échelons inférieurs. Ça suggère quand même que l'information ne circulait pas bien. Non. L'information circulait, mais c'était une information erronée. Mais c'est un phénomène qu'on retrouve pratiquement dans tous les systèmes de planification, y compris les systèmes de planification intérieurs aux entreprises, hein, parce que les grandes entreprises, les grandes multinationales, elles planifient leur activité également. Hein. Il y a toujours un jeu entre le centre et la périphérie au sein d'une institution quelconque planificatrice pour la réalité de sa situation. Elle sous-estime les moyens dont elle dispose de façon à pouvoir avoir une marge de manœuvre, et le centre planificateur va, lui, au contraire, fixer des objectifs légèrement supérieurs à ce qui serait possible en fonction de la situation révélée par la périphérie, parce que le centre sait que la périphérie dissimule. Donc il y a une espèce de jeu qu'on observe également dans l'administration française à l'heure actuelle, mais dans toutes les administrations, je veux dire. Donc c'est un phénomène qui est quand même relativement, qu'on a observé à peu près partout, qui est relativement répandu et qui est très difficile de gérer. Hein. Alors évidemment, au moment de la terreur stalinienne, la dissimulation était quand même pas très importante parce que c'était très 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 dangereux de dissimuler. Mais au moment où la pression terroriste a diminué dans les années 70 très largement, évidemment, la qualité des informations transmises s'est détériorée. Mais ça, je pense que c'est quelque chose dont il faut tenir compte. Dans tout système de planification, il y a cette espèce de jeu qui joue, et la terreur n'est pas forcément le moyen optimal pour diminuer les dissimulations de la périphérie quand même. Vous dites en particulier les entreprises et les ministères de branche ont refusé de jouer le jeu avec le Gosplan. Pourquoi refuser de jouer le jeu? Est-ce que c'est pour les raisons que vous venez de donner, qu'il y a avantage en réalité à ne pas faire savoir à l'autre sa situation réelle, c'est ça? Oui. C'est-à-dire que très souvent, quand on discute sur la planification, on pense qu'il n'y a plus qu'un seul agent économique, c'est le centre. Le centre planificateur, c'est lui qui a des objectifs, c'est lui qui dispose de moyens, même s'ils sont gérés à la base par des institutions légèrement séparées. Mais ces institutions légèrement séparées, on fait l'hypothèse que ce ne sont plus des agents économiques, elles n'ont plus d'intérêt propre et elles vont obéir et faire ce qu'on leur demande de faire. Mais c'est pas comme ça la vraie vie. Dans la vraie vie, les institutions de base, les entreprises de base, les administrations de base, elles forment des groupes plus ou moins homogènes, mais enfin, elles ont des intérêts propres, des conditions de travail agréables, un système où elles ont de la marge de manœuvre, hein, et vont essayer de préserver ça. Et si elles révèlent complètement leur situation au planificateur, le planificateur va leur imposer des objectifs tendus, en flux tendu tout le temps. Mmh. Et chose que les unités à la base refusent parce qu'elles savent qu'elles ont besoin de marge de manœuvre quand il y a un coup dur. Mais on le voit bien, c'est exactement ce qui se passe dans les hôpitaux en France. Le gouvernement décide que les hôpitaux doivent fonctionner aux minimaux, et
et être tout le temps au maximum de leur possibilité de fonctionnement. Une institution ne peut pas fonctionner comme ça. Mais le planificateur a toujours tendance à penser que si. Et donc, la base se rebelle. Est-ce qu'il n'y a pas eu, on a le sentiment qu'il y a peut-être eu aussi des illusions quant à la qualité des données qui peuvent être obtenues. Est-ce que ça a joué un rôle important? Oui, parce que ce qui s'est passé, c'est que le planificateur s'est rendu compte que les données suffisaient pas. Donc ils ont toujours demandé des données de plus en plus précises, de plus en plus détaillées. Le rapport les très très grandes entreprises de l'industrie lourde, par exemple, envoyaient plusieurs centaines de feuilles de fax tous les jours d'informations. Alors d'abord, il y a le problème du traitement de l'information, et là c'est vrai que la capacité des ordinateurs, c'est un enjeu crucial, bien sûr, mais indépendamment de ça, plus on en sert, alors les entreprises soviétiques avaient un plan de production, un plan de salaire, un plan d'approvisionnement. Elles étaient enserrées par un réseau de normes à respecter qu'il était impossible de respecter toutes ensemble. Et donc, du coup, elles étaient toujours dans l'illégalité. Et là, pour une dictature, c'est la situation rêvée. La base est toujours dans l'illégalité, donc on peut la réprimer quand on veut. Qu'est-ce qu'on sait de la planification en Chine maintenant? En quoi est-ce qu'elle, dans ce que nous savons, en quoi est-ce qu'elle diffère de la planification de l'URSS et est-ce qu'elle a pu améliorer certains de ces défauts que vous mentionnez? J'avoue que je ne connais pas du tout la situation de la planification chinoise, surtout je ne dirais rien là-dessus. D'accord. Quand vous parlez de la planification telle qu'elle existe en ce moment en France, vous mettez souvent l'accent justement sur, je dirais, la même chose. C'est le mot dissimulation apparaît souvent. Vous parlez de la planification en France comme en fait une manière, dans une espèce de brouillard, de cacher, de cacher sous un voile de défense de l'intérêt général, en fait, une multitude d'intérêts particuliers dont on chercherait à cacher soigneusement l'identité. Vous parlez de vraies fausses concertations. Alors, la planification en France, c'est autre chose parce qu'il n'y a pas un système de planification, mais il y a un ensemble de plans partiels concernant des domaines différents et qui ne sont pas coordonnés entre eux. Donc, ça ne forme pas un système de planification. Mais il y a des plans, ne serait-ce que les plans d'occupation des sols, évidemment, les schémas d'aménagement du territoire et des choses comme ça. Donc, ça, c'est la planification du sol, qui est la seule planification, les seuls plans qui aient une effectivité juridique réelle, qui sont opposables aux tiers. Si on si sont pas respectés, on peut aller devant les tribunaux, etc., etc. Mais il y a plein d'autres plans, comme la planification du traitement des déchets, d'adaptation au changement climatique, ou le plan diminution des émissions de gaz à effet de serre, etc., qui sont pas coordonnés entre eux, qui sont des exercices, surtout. C'est pas tellement qu'ils dissimulent les intérêts des uns et des autres, c'est qu'ils n'ont aucune effectivité juridique. Ils sont rédigés par l'administration avec des systèmes de consultation du public, mais ils ne servent pas à grand-chose en fait parce qu'on ne met pas les moyens pour. Il n'y a pas les moyens financiers et juridiques de les mettre en œuvre effectivement. Donc c'est ça, et ils ne sont pas coordonnés entre eux. Et ils ne sont pas discutés politiquement. C'est un système dépolitisé, et dans les élections, jamais on ira discuter du contenu d'un plan. Et s'ils avaient de l'importance, ça serait embêtant.
Mais vous portez quand même une accusation assez grave. Vous parlez d'un empilement d'instances visant à cacher le fait que ce soit le lobby du nucléaire qui définisse en coulisses l'ensemble de la politique, et en particulier de cacher le prix du démantèlement des centrales. Oui, ah oui, ça c'est tout à fait évident. Quand on discute de la politique énergétique de la France, alors pendant très longtemps il y a eu un tabou absolu qui était que il était absolument impossible de remettre en cause le nucléaire. Alors maintenant, ça a quand même passablement évolué. Néanmoins, on voit bien par exemple que l'Assemblée citoyenne qui a discuté qui vient de finir ses travaux pour proposer des mesures pour rendre une transition écologique effective, mais ils ont pas prononcé, apparemment, ils sont pas prononcés du tout sur le nucléaire. C'est quand même assez sidérant. Oui, et vous pensez qu'il y a une volonté du même ordre, c'est-à-dire en fait qu'il y a un certain brouillard, il y a de la brume produite artificiellement pour cacher un certain nombre de choses qui seraient le véritable moteur de la réflexion. Oui, en l'occurrence, ça me paraît évident. Et dans un autre domaine tout à fait différent, on a le même phénomène. En ce qui concerne la politique agricole, il est pratiquement impossible de remettre en cause l'agriculture industrielle basée sur l'usage de phytosanitaires et de pétrole. Le bio ne peut être qu'une niche, mais remettre en cause comme système dominant le système actuel, c'est pratiquement impossible. La FNSEA et les FDSEA sont très attentives à bloquer toute tentative de réflexion autre. Alors là encore, ça évolue parce que le public se rend compte que ça pose de très 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 graves problèmes, mais c'est quand même dans l'administration n'arrive pas à se débarrasser du poids de ce lobby de la même façon que du nucléaire. C'est-à-dire qu'on aura un double système, c'est-à-dire un système qui fonctionne en réalité en arrière-plan, où il y a des mécanismes décisionnels, et par-dessus cela, on a une accumulation d'organismes divers à titre consultatif, sans définition précise, sans relation précise de mécanismes de décision qui relieraient les unes aux autres. Vous portez une critique assez forte d'ailleurs de ce point de vue sur le Conseil économique, social et environnemental. Est-ce qu'il a un pouvoir ou est-ce qu'il n'a pas de pouvoir? Il n'en a pas. On peut même dire qu'il n'a pas vraiment de pouvoir d'influence, puisque ces travaux qui sont respectables, hein, je ne remets pas en cause le travail effectué par ce Conseil économique et social et environnemental, mais le Parlement n'en tient jamais aucun compte, le gouvernement n'en tient jamais aucun compte, donc il n'a même pas un pouvoir d'influence qu'il pourrait avoir. Si on fait une comparaison entre les 30 glorieuses, disons 40, 45, allons jusqu'à, je ne sais pas, 73, la crise du pétrole, on a donc là une manière dont la France fonctionne. On a une manière maintenant en surface, on pourrait dire que ça ressemble encore, mais vous avez l'air de dire qu'en fait la mécanique réelle à l'arrière-plan est devenue tout à fait différente. Est-ce que ça marche? D'abord une question, est-ce que ça marchait dans la période de 45-74, parce qu'on pourrait dire où il y avait énormément d'argent qui venait du plan Marshall, tout pays en reconstruction est un pays qui va parce que le bâtiment va, etc. etc. Est-ce que le système fonctionnait mieux dans la période dite des 30 glorieuses? Oui, le système fonctionnait mieux parce que l'économie française était moins ouverte. Hein, mais les lobbies de l'agriculture industrielle et du nucléaire étaient aux manettes et ont imposé
les choix politiques dont on a hérité maintenant et qui montrent maintenant leur caractère catastrophique. Mais les lobbies étaient déjà là. Et le plan Marshall a été très important pour imposer le choix de l'agriculture industrielle en particulier. Est-ce que c'est donc la globalisation? Est-ce que c'est l'intégration dans des institutions de type global? D'abord la CECA, le marché commun à 6, l'Union européenne, la zone euro. Est-ce que ça fait partie des facteurs de dégradation dans la gestion du pays? Objectivement, je ne crois pas. Je pense que quand les 6 pays fondateurs se sont associés dans la CECA, c'était alors là, c'était vraiment un élément de planification des investissements en matière dans l'industrie du charbon et de l'acier. Donc ça fonctionnait bien. Ça fonctionnait bien. Simplement, après, il y a eu évidemment la concurrence internationale, mais qui fait que l'industrie du charbon et de l'acier européenne a disparu, quoi. Enfin, en tous les cas, le charbon, pas l'acier, mais le charbon. Et là, c'est évidemment la mondialisation qui a produit ce résultat-là, mais enfin, on ne peut pas dire que ce soit la CECA ou c'est à partir du moment où, après les années 80, on a choisi de privilégier le libre-échange que oui, là, mais on peut pas, c'est pas les institutions, c'est juste un choix de politique, le choix de la politique du néolibéralisme. Donc, dans les descriptions que vous faites de la planification, vous montrez que c'est un outil délicat, que les rapports de force, la centralisation, la régionalisation, le fait que il y a des régions éloignées, d'autres qui sont au centre, tout ça rend la mécanique extrêmement difficile à utiliser à bon escient. Vous montrez aussi à quel point il est facile de la dévoyer, et pourtant vous proposez la planification comme l'outil de rechange par rapport à une logique d'économie de marché à proprement parler. Il faudrait réformer l'outil, il faudrait l'améliorer. Comment faire pour en faire effectivement, je dirais, l'alternative à ce que nous avons maintenant? Oui, je propose comme alternative la planification parce que je suis entièrement d'accord avec vous. Il faut remettre au goût du jour la rationalité des fins et abandonner la rationalité des moyens. Hein. Donc, et ça, le seul outil dont on dispose, c'est la planification. Donc, on n'a pas le choix. Mais maintenant, il faut pas croire que c'est un outil effectivement simple d'utilisation et surtout qui empêche le fonctionnement des rapports de force. Hein. Au contraire, c'est que comme dans tout le champ social et politique, ceux-ci vont jouer. Donc, comment faire? Je pense qu'il faut surtout accroître le contrôle démocratique, parce que là, l'URSS est accouru à sa perte à cause d'une centralisation excessive de tous les pouvoirs entre les mains du Parti communiste et même du comité central du Parti communiste et même probablement du bureau politique du comité central du Parti communiste. Et donc, quand on a centralisation des pouvoirs économiques, pouvoirs politiques, pouvoirs intellectuels, pouvoirs de la presse, et qu'il n'y a plus aucun contrôle possible, bon, c'est évident que la situation ne peut pas durer. Hein. Et tous les défauts n'ont pu que s'accentuer et tous les rapports de force n'ont pu que s'exercer sans aucune limitation d'un contrôle extérieur. Donc, je ne vois pas d'autre solution que de garantir la transparence par un contrôle démocratique, par des élus, parce que je ne vois pas comment on peut faire autrement.
Mais quand il s'agit d'un processus, voilà, on a compris pour la planification, il faut de bonnes données, il faut savoir les traiter, il faut savoir aussi qu'il faut avoir les instances pour mettre en application les conclusions auxquelles on arrive. Cela implique dans l'environnement où on est, où la capacité maintenant existe de collecter les données pratiquement en direct sur à peu près tout. Cela exige une technologie, je dirais vraiment à la pointe de ce qu'on peut faire. Est-ce que ça ne va pas en soi déjà à l'encontre de la décroissance dont on voit bien que ce serait le moyen d'arriver à organiser un monde plus vivable? Donc, je dirais le paradoxe high-tech et low-tech d'un nouveau monde. Qu'en pensez-vous? Oui, alors c'est effectivement un grave problème parce que la gestion automatique, oui, la transmission et la gestion automatique des données exigent de grandes capacités de calcul et de stockage de l'information. Ça exige beaucoup d'énergie, beaucoup d'ordinateurs, donc beaucoup d'utilisation de métaux lourds, de métaux précieux, de métaux et de terres rares, et donc beaucoup de pollution pour les extraire, etc., etc. Donc tout ça va à l'encontre de la transition écologique qui est nécessaire. Je ne crois pas que l'humanité va choisir la décroissance parce que ça impliquerait qu'on soit des sages et que, enfin, ça me paraît pas très compatible avec la façon dont on fonctionne à l'heure actuelle. Donc, ça serait un tournant tellement énorme. Je crains que la décroissance ne soit pas un choix, mais nous soit imposée par les contraintes environnementales. Mais dans ce cas-là, bon, si la sagesse n'est pas véritablement l'idéal absolu qu'on puisse se donner, comment au moins mettre les moyens dont on dispose, et en particulier l'outil qu'est la planification, à empêcher un risque d'effondrement généralisé? Parce que malheureusement, et la crise, voilà, la crise du coronavirus nous a alertés sur la fragilité de nos systèmes à bien des niveaux. Vous avez parlé du flux tendu tout à l'heure. On s'est aperçu effectivement que ce qui paraissait être le plus rationnel était en fait extrêmement fragile et ne tenait pas compte de certaines réalités, que par exemple, bien entendu, pour avoir les produits les moins chers, il faut les localiser à l'endroit où les populations sont le moins bien payées, donc sont dans des situations qui sont souvent plus problématiques du point de vue de la santé, des choses de cet ordre-là. Et que donc, au moment où tout s'arrête, ça commence par s'arrêter aux endroits qui nous sont rationnellement, d'un point de vue économique, les endroits optimaux, mais qui sont aussi des endroits extrêmement fragiles parce que nous leur permettons de rester, enfin nous les obligeons carrément de rester dans cette fragilité. Comment je dirais donc, la sagesse absolue comme un idéal, mais de manière plus réaliste, comment empêcher l'effondrement qui vient? Je pense qu'il faudrait mettre sur pied une planification plus simple, locale. Et effectivement, alors c'est pas original ce que je vais dire parce que tout le monde le dit, il faut que les territoires deviennent plus résilients, c'est l'expression à la mode, et donc la résilience des territoires implique à la fois une relocalisation des productions les plus essentielles, par exemple la nourriture et l'énergie. Donc il faudrait que, je pense, laisser, et là on voit bien que les territoires aspirent à ça à l'heure actuelle. Donc il faudrait laisser les territoires s'organiser et planifier leur transition vers une situation plus résiliente d'autonomie relative en matière alimentaire et énergétique, mais en même temps, comme les catastrophes localisées vont se multiplier également, pas seulement les catastrophes globales, il faut conserver un système de solidarité entre les territoires. Il ne faut pas que les territoires se referment sur eux-mêmes complètement, mais qu'au contraire, ils soient capables de porter secours aux territoires voisins quand la nécessité s'en fera sentir. Alors, ça signifie que la planification ne doit pas être seulement étatique, mais qu'elle doit se décliner
en planification locale, peut-être régionale, parce qu'il y a en particulier pour l'énergie, probablement l'unité territoriale pertinente n'est pas la même que pour l'alimentation, et une planification nationale. Mais ça veut dire aussi que la planification qui est pertinente, c'est une planification des investissements. C'est-à-dire que on n'a pas besoin d'autant d'informations que ça pour planifier les investissements. Mm-hmm. Oui, ça c'est une remarque très importante, effectivement, oui. Oui, oui. En même temps, voilà, dans toutes nos visions d'avenir un petit peu, je dirais un peu plus rose que grise ou noire, nous envisageons un monde, essentiellement un monde davantage rural qu'il ne l'est. Or, depuis que nous avons des chiffres, et en fait, si on remontait, je dirais peut-être au 16e, 17e siècle, on verrait déjà la même chose. Les gens qui habitent la proportion de gens qui en France habitent à la campagne n'arrête pas de décroître, et elle décroît encore. Je crois que c'est en 6 ans, on est passé de 22% de gens qui vivaient à la campagne à 20%, et la tendance se poursuit. Comment inverser cette tendance? Nous avons des représentations idylliques où chacun dans un village, où chacun a son petit potager, etc. Mais ça ne correspond pas à la réalité, et ça ne correspond pas non plus à la tendance. Non, mais la tendance, justement, il faut l'inverser. Alors ça, c'est pas un argument. La tendance qu'on observe, elle est précisément le résultat du fonctionnement du marché sans contrôle. C'est aussi le résultat du choix d'une industrialisation forcenée de l'agriculture et de l'élevage. Hein. Et ce choix-là est vraiment contradictoire avec le respect des normes environnementales minimales. Il faut vraiment réintroduire une agriculture qui exige moins de pétrole, moins de phytosanitaires et plus de travail. Donc ça, c'est parce que c'est ça la contrepartie. Jusqu'à présent, on a éliminé le travail agricole en le remplaçant par du machinisme, par du pétrole et ses dérivés. Et il faut inverser cette tendance parce que cette tendance, elle est suicidaire globalement. Excusez-moi. Donc, si on a une limitation sur l'énergie et sur le pétrole en général et sur la chimie du pétrole en général, et il le faut, eh bien, on est obligé d'utiliser plus de main-d'œuvre. Oui, mais oui. La rébellion des Gilets jaunes nous a attiré notre attention sur un certain nombre de choses, et en particulier le fait que des populations qui sont mal payées en fait dépendent énormément du fait que l'alimentation et le vêtement sont extrêmement bon marché par rapport à ce qu'ils étaient autrefois. Un monde où on travaille davantage à produire dans un environnement beaucoup moins technologique. C'est un monde où l'alimentation est plus chère, où le vêtement sera plus cher, où on ne pourra pas acheter des t-shirts à 1,50 €. Comment faire? Parce qu'on le voit bien que dans un monde où le travail de type classique, je ne parle pas de ce travail intéressant qui ferait qu'on se leverait le matin de bonne humeur pour aller travailler au champ. Moi, j'ai la chance d'avoir, et eux aussi, d'avoir des enfants qui ont pu faire ce retour, mais d'une certaine manière, c'est un luxe. Comment faire pour que les populations aient davantage de moyens? Si vous avez vu le livre que Vincent et moi avons écrit, vous avez vu que nous sommes en faveur de l'extension de la gratuité de la même manière qu'elle avait été introduite pour l'éducation et pour la santé. Que pensez-vous de la gratuité comme un moyen d'essayer de partager davantage? Oui, je pense que c'est une excellente idée. Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est beaucoup moins coûteux comme système que de distribuer un revenu universel. Et ça produit des résultats bien meilleurs parce que justement, s'il y a un accès on ne peut pas imaginer un système où toute la
où tout serait gratuit naturellement, mais les biens fondamentaux qui correspondent aux besoins fondamentaux des populations, oui, la santé gratuite, inverser la tendance actuelle, qui est que c'est de plus en plus payant, de la même façon pour l'éducation, puisque pour s'en sortir, il faut le plus souvent faire donner des leçons particulières aux enfants, etc. Donc, il y a tout un système de privatisation partielle mais croissante de l'éducation et de la santé qu'il faudrait déjà inverser. Et puis, on peut très bien effectivement avoir des cantines gratuites. Ça serait déjà une inversion. Et puis alors quelque chose de très très important, je pense, ça serait d'inverser aussi la tendance à la précarisation du travail. Parce que la tendance à la précarisation du travail, ça implique obligé de changer d'emploi très souvent. Donc, s'organiser une vie résiliente avec un logement proche de son travail, puisque le travail, on va en changer. C'est un des éléments crucial, oui, c'est un des éléments cruciaux de l'organisation sociale. Cette précarisation du travail, elle est vraiment contradictoire, je crois, avec les contraintes environnementales telles qu'on les subit à l'heure actuelle. C'est un élément qui fait augmenter la consommation énergétique, évidemment, et donc stabiliser le marché du travail permettrait déjà de limiter les dépenses aussi des précaires, qui sont obligés d'avoir une voiture, qui sont obligés de dépenser beaucoup d'argent pour aller travailler, et c'est absurde comme système. Vis-à-vis de dangers comme à l'horizon, le danger d'extinction, la disparition de la biodiversité, le réchauffement climatique et les migrations qui seront provoquées simplement par la désertification de certains endroits, est-ce qu'on peut imaginer une planification globale au niveau mondial, mais qui serait impérative justement sur ces questions de l'environnement de manière générale? On peut l'imaginer, puisque ça existe déjà en matière commerciale, où ce n'est pas une planification, mais en matière commerciale, on a une législation impérative, puisque l'OMC, il y a quelques années, et maintenant les accords commerciaux bilatéraux mettre sur pied un système juridique qui est impératif, qui peut imposer des sanctions, etc. Donc si on a pu le faire en matière commerciale, parce que ça a été imposé par les grandes multinationales qui avaient tout intérêt à ça, et si la mobilisation mondiale des populations est suffisamment forte, je pense qu'il est possible de l'imposer en matière environnementale. Évidemment, c'est une révolution idéologique et politique, mais de toute façon, on ne s'en sortira pas sans mettre à bas la domination du néolibéralisme. Donc, cette révolution idéologique et politique, elle est absolument nécessaire pour qu'on s'en sorte. À propos de ce que le néolibéralisme est prêt à concéder ou non, vous avez fait allusion à la Convention citoyenne pour attirer l'attention du fait que la dissimulation de l'importance décisionnelle du nucléaire apparaît là aussi en creux par son absence. Des promesses ont été faites que les propositions qui seraient faites par cette Convention citoyenne seraient prises au sérieux. Est-ce que vous croyez que c'est possible? Il y a un certain nombre de choses qui sont relativement révolutionnaires, je dirais, dans ce qui est proposé. Que croyez-vous qu'il va se passer? Ouais, j'ai tendance à ne pas faire confiance du tout dans les paroles de Macron, puisqu'il n'a cessé de faire le contraire de ce qu'il disait depuis son élection.
Donc, mais bon, en même temps, tout est une question de rapport de force. Laure Després, bon, j'ai posé l'ensemble des questions que Vincent et moi nous avions préparées à vous poser. Est-ce qu'il y a autre chose que vous aimeriez mentionner avant que nous mettions fin à cet entretien? Non, je pense qu'on a fait à peu près le tour de la question, hein. Très bien, mais du coup, je n'hésiterai peut-être pas à vous revenir dans un avenir, peut-être même très proche, avec des questions supplémentaires. Il y a en ce moment effectivement un moment clé. Il faut pas perdre de temps à faire des propositions et à essayer de faire tout ce qu'on peut pour les mettre en œuvre. Merci beaucoup, des informations extrêmement éclairantes. Merci d'avoir répondu à l'appel de PJTV. La vidéo sera visible à 18h sur YouTube avec un compte à rebours pour annoncer la venue de la vidéo. Voilà, merci beaucoup et à bientôt, j'espère. À bientôt.